Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 18 novembre, le Maroc célèbre le 70e anniversaire de son indépendance. Alors, bonne fête à toutes et à tous. C'est un moment qui dépasse la simple commémoration historique. C'est un acte de mémoire, mais surtout de projection. Projection vers ce qui fait la singularité du royaume du Maroc. Cette symbiose sacrée entre le trône et le peuple qui a permis de tenir face au colonialisme hier et qui continue de porter l'ambition nationale aujourd'hui. De Tanger en 1947 au discours fondateur du 18 novembre 1955, en passant par la révolution du roi et du peuple, l'histoire marocaine rappelle une vérité simple. L'indépendance n'a jamais été un acquis, mais un combat partagé, nourri par des sacrifices immenses. Des batailles de l'Hiri, d'Anoual au soulèvement d'Aït Ba'amran, sans oublier l'exil de feu Sa Majesté, le roi Mohamed V, que Dieu ait son âme. Cette page glorieuse marque le passage du petit djihad au grand djihad, celui de la construction de l'État moderne, de la récupération de l'intégrité territoriale, de la consolidation démocratique. Aujourd'hui, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette continuité historique prend une nouvelle dimension. Cristallisée par cette résolution 2797, votée le 31 octobre dernier à une large majorité au Conseil de sécurité de l'ONU et qui consacre l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme une solution aux différends autour du Sahara marocain. Une reconnaissance internationale qui résonne comme un écho contemporain à l'épopée de la libération. La fête de l'indépendance n'est donc pas un rituel du passé, c'est un rappel de ce que le Maroc est, de ce qu'il veut devenir, un pays debout, uni, fidèle à ses constantes et résolument tourné vers l'avenir. Alors, vous l'aurez compris, c'est une émission qui traverse l'histoire aujourd'hui et qui se projette aussi dans le futur, et ce en compagnie de mes chers invités avec moi en plateau ce soir. C'est un plaisir d'accueillir l'historien, ancien directeur des archives du Maroc, professeur Jamal Baïda. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Le plaisir est pour moi et bonne fête. Et bonne fête à vous également. Merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'accueillir l'écrivain. Il s'intéresse beaucoup, il a beaucoup écrit aussi autour de l'histoire moderne et aussi ancienne du royaume du Maroc. Rachid Boufos, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. C'est toujours une joie de vous accueillir et un plaisir renouvelé d'accueillir notre politologue et professeur de droit, pour ne citer que ces deux casquettes. Professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Je vais m'adresser d'abord à l'historien que vous êtes. Quelle définition donneriez-vous à cette fête de l'indépendance, Jamal Baïda? La fête de l'indépendance interpelle l'historien et interpelle tous les Marocains. C'est un jalon majeur dans l'histoire du Maroc, étant donné que c'est une rupture dans le sens historique, tout simplement, puisqu'il y a toujours des continuités. C'est une rupture avec ce que nous avons vécu de 1912 et même un peu avant, jusqu'à 1956, à savoir que nous ouvrons sur un nouveau Maroc, un Maroc émancipé et un Maroc se projetant vers l'avenir. Donc cette date reste une date à cultiver, une date à fêter, à célébrer et surtout à enseigner, parce que malheureusement, mais peut-être que nous reviendrons sur cette question, il n'est pas enseigné à sa juste valeur. Alors justement, nous profitons de cette célébration, c'est quand même le 70e anniversaire, pour l'enseigner aussi, rappeler aussi à ceux qui l'auraient oublié quelles sont les dates, parce que vous avez parlé d'une date, quelles sont les dates majeures qu'on pourra retenir dans cette épopée de l'indépendance, parce qu'il ne s'agit pas que d'une seule et unique date, n'est-ce pas, Jamal Baïda? Oui, bien sûr. Alors, il y a des dates clés. En fait, l'histoire, ce n'est pas un saucisson qu'on coupe à sa guise. Des dates clés, d'abord, il y a 1912 avec le traité de Fès, 30 mars 1912, et aussitôt ce que nous appelons la résistance spontanée, la résistance armée mais spontanée, encore embryonnaire, à l'état vraiment tribal, quelqu'un qui envahit votre demeure, votre maison, et bien, il y a une réaction spontanée, presque à fleur de peau. Et puis, petit à petit, il s'agit de l'Hiri, etc. Mais petit à petit, il y a une résistance armée, mais bien structurée. C'est peut-être l'exemple le plus éclatant, c'est la résistance de Ben Abdelkrim el-Khattabi dans le Rif.
Alors, il y a aussi Zerqtoni, El Ben Abdallah. Ce sont là des figures de la résistance dans Là, toutes les régions du royaume. D'accord. El Ben Abdallah, Zerqtoni, c'est une période tardive, à savoir après le coup de force, le putsch comme dirait l'historien Charles-André Julien, contre le sultan légitime. C'est là qu'il y a eu des réactions, pas du tout spontanées, mais là bien méditées. Mais c'est une autre période de l'histoire du Maroc, l'après 1953, l'après 20 août 1953, ce qu'on appelle la symbiose, la révolution du roi et du peuple. Et du peuple. Mustafa Sahmi, un commentaire. Alors, en complément à ce qu'a dit mon collègue et ami, ceci. Le Maroc est un pays, c'était l'empire chérifien, pour le rappeler, donc c'est extrêmement important. Et c'est un pays qui, à travers l'histoire, n'a pas été occupé. Hein, toutes les occupations se sont arrêtées, donc à la frontière algérienne. Oui, c'est tellement vrai que l'occupation coloniale qui a eu lieu, l'occupation coloniale de 1912-1956, c'était un protectorat. Ce n'était pas une colonisation. Protectorat, c'est la formule soft, donc, de l'occupation coloniale. C'est exactement le cas en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pays, il y avait une histoire, il y avait un tissu social, il y avait une légitimité. Autre point aussi, en complément à ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu un protectorat qui ne pouvait pas aller plus loin, du fait de la singularité du pays, de son histoire, sa culture, etc., et du fait que ce protectorat, malgré tout, a suscité une résistance. C'est une résistance où, dans le Maroc profond, le mouvement national marocain est d'abord celui de la résistance des années 20, des années 30, etc., et il s'est étendu après le 1930 avec donc la publication du fameux Daïr berbère qui portait atteinte donc au statut des Marocains. On va peut-être y revenir. Donc il y a là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire un protectorat, une sorte de superstructure administrative et de type colonial, puis une résistance, et puis ceci. Le protectorat n'a duré que de 1912 à 1956, c'est-à-dire 40 ans. C'est une parenthèse dans l'histoire, extrêmement important. Alors, comment s'est construite la lutte pour l'indépendance? Elle s'est construite à partir de la conjonction, de la mobilisation de plusieurs facteurs. La résistance du peuple marocain, le Maroc des tribus, le Maroc profond, etc. Puis la prise en charge des revendications du peuple marocain par qui? Par l'élite, par une élite notamment liée à l'Qaraouin, il faut le dire. Le mouvement national marocain ne peut pas s'expliquer si on ne donne pas sa juste place à l'élite donc tirée de l'Qaraouin. Al-Fassi c'était l'Qaraouin, Mohamed Belhassan al-Wazani c'était l'Qaraouin, etc. Et c'est ça qui a donné corps et articulation des revendications nationalistes, sinon nationalitaires, comme on dit. C'est plus une résistance spontanée, mais organisée. Organisée c'est un peu l'organisation de la résistance qui existait déjà de manière spontanée, tout à fait. Pour reprendre les termes de Jean Baïdan. Avec un agenda, vous avez raison de le relever, l'agenda, c'est le 1934, le comité d'action marocaine, qui a donné naissance en 1944 au manifeste du Parti d'Istiqlal et à la création du Parti d'Istiqlal. Voilà un peu comment les choses se sont faites. Comment faire donc et éviter de faire une lecture linéaire de cette épopée, Rachid Boufous? Alors, vous l'avez très bien souligné que ça serait intéressant, effectivement, ça serait important et primordial d'enseigner cette épopée marocaine aux écoles, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Pour nous, de plus en plus, ça équivaut beaucoup plus à un jour férié qu'à la célébration d'un grand événement qui correspond vraiment à la libération du Maroc. Au fait, ce 18 novembre, au fait, si je puis dire, entre parenthèses, c'est une fausse date, parce que l'indépendance en elle-même ne sera obtenue que le 2 mars 1956, mais ce 18 novembre, à quoi il correspond? Sa Majesté, Feu Sa Majesté Mohamed V, est monté sur le trône le vendredi 18 novembre 1927, et il était revenu au Maroc le 16 novembre 1955, et 2 jours plus tard, sur l'esplanade de la mosquée Hassan,
le 18 novembre 1955, il va annoncer la fin du protectorat. Donc pour nous, c'était important de marquer cette date et à partir de cela, nous avons convenu à ce que la fête de l'indépendance ne soit pas le 2 mars, mais plutôt le 18 novembre, qui correspond justement non seulement à la montée de Feu Sa Majesté sur le trône en 1927, mais aussi à son retour au Maroc. Et c'est important aujourd'hui de resituer toutes ces choses-là et de dire ce qu'a été le Maroc à cette époque. Parce qu'encore une fois, il faut enseigner que le protectorat avait un double visage. C'est-à-dire, il est arrivé dans les bagages de la France expansionniste. Il faut savoir qu'elle était sur l'Algérie depuis 1830, qu'elle était en Tunisie à partir de 1884, et 81, pardon, et qu'il lui fallait beaucoup plus. Enfin, vous avez des garde-fous de taille en face, hein, Rachid Boufous, il faut faire attention. Je l'aurais dit tout à l'heure, je suis intimidé face à ces deux personnalités qui sont... Mais c'est tant mieux. Et donc, il faut retenir qu'à cette époque, ces deux grandes puissances qu'étaient la France et l'Angleterre se partageaient le monde. Donc, elles avaient des visées expansionnistes. Et qu'est-ce qui restait donc pour la France? C'était le Maroc. Elle va y arriver petit à petit, hein, à partir de 1844, avec la bataille d'Isly. Bien sûr, il y aura l'Espagne aussi qui va lui emboîter le pas, en 1859-60 avec la guerre de Tétouan. On va affaiblir surtout l'empire chérifien par un amoncellement de dettes de guerre, de dettes commerciales, etc., et que le Maroc va se retrouver exsangue, donc à partir du début du XXe siècle, et il va être affaibli. Donc il sera obligé de donner des concessions, de donner des ports, de donner des revenus, justement, à ces puissances étrangères, et petit à petit, la France va arriver donc à ce qu'elle va qualifier comme un protectorat. Donc elle disait qu'en quelque sorte, elle restaurait l'autorité du sultan au Maroc en le protégeant, etc. Mais c'était un colonialisme, il faut le savoir, même s'il y avait un intermède sur l'époque où le général Lyautey était résident général de 1912 à 1926. Mais toujours est-il que dans le Maroc profond, c'était du colonialisme, c'était de la spoliation de terres, c'était des guerres contre les Marocains. On a cité la bataille de Lehri le 14 novembre 1914 contre les forces de Mohamed Zayani. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que exactement, la France ne va arriver vraiment à ce qu'elle appelle pacifier, mais surtout à coloniser le Maroc qu'en 1934. Avec la fin, justement, de la bataille de Bouguefre, donc justement des États de Soubeslam. Mais entre-temps, elle a connu aussi les affres d'une vraie guerre de guérilla dans le Rif, qui va durer pendant 5 ans, de 1921-1926, avec Abdelkrim El-Khattabi, où il a fallu pas moins de 800 000 soldats franco-espagnols, plus des bombardements à l'arme chimique, pour pouvoir y arriver, pour vous démontrer encore une fois l'intrépidité des Marocains. D'accord ? Ils ne se laissent pas faire. Il faut vraiment avoir énormément, presque 1 million de soldats pour pouvoir mettre à genoux le Maroc. Et c'est cette épopée, c'est ce courage, c'est cette intrépidité des Marocains qu'il faut absolument enseigner dans les écoles. Pourquoi certaines batailles sont-elles devenues, vous en avez cité quelques-unes, des symboles de la résistance, messieurs, tandis que d'autres ont été, j'ai envie de dire, presque effacées de la mémoire collective? Si jamais Baïda. Je crois que c'est une question. Il faudrait revoir complètement l'enseignement de l'histoire du Maroc. Il n'y a pas que cela, il y a bien d'autres choses que l'enseignement, pour des raisons X ou Y, passe sous silence. Je crois qu'il est temps maintenant, nous sommes apaisés et réconciliés avec notre histoire, même la plus récente, et il ne s'agit plus maintenant de zoomer sur des périodes et en zapper d'autres. C'est cela. Je crois maintenant, depuis d'ailleurs l'expérience de l'IER, de l'instance équité et réconciliation, je crois que le Maroc a fait une avancée en se réconciliant avec sa propre histoire, même les pages les plus douloureuses de notre histoire,
Et maintenant, il faudrait que l'enseignement intègre tout cela et enseigner sans frilosité et enseigner l'histoire du Maroc avec objectivité. Et il est temps. J'aimerais juste, parce que quelque chose me tient à cœur, il faudrait que je le dise, le Maroc, pendant la période du protectorat, n'est pas une parenthèse. Pourquoi? Parce que pour moi, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est 1912, 1956, ce n'est pas une parenthèse. Pour moi, ce qu'il y a entre parenthèses, on peut le lire comme on peut ne pas le lire sans changer le sens de la phrase. Or, ce qui s'est passé entre 1912 et 1956 fait partie intégrante. Il faut se l'approprier et ne pas le considérer comme en marche. Alors, justement, qu'est-ce qui manque pour qu'on l'intègre? Au-delà du fait d'enseigner cela peut-être d'une manière différente dans nos écoles et dans nos universités également. Je crois que l'enseignement à tous les stades reflète une volonté politique. S'il y a volonté politique, l'enseignement suit. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique et dire, voilà, notre histoire, il faut se l'approprier, l'enseigner et à tous les niveaux, même aux niveaux les plus bas. Et d'ailleurs, je tiens à saluer quelque chose qu'est en train de faire le Haut Commissariat à la Résistance en préparant des petits livrets de 30 pages. J'en ai corrigé une vingtaine, de petits livrets illustrés, de pas plus de 30 pages à l'intention des enfants. Et ça, je crois que c'est très, très important. On n'attend pas qu'on soit au baccalauréat ou à l'université pour qu'on nous enseigne Mohamed Zayani, Zerqtouni et autres. Quelle place accorder à ces personnalités dans la mémoire collective? Il faudrait leur accorder la place qui leur revient. Ce sont à part des avenues qui portent leur nom, bien sûr. Non, pas seulement. Des avenues, c'est important. Oui. C'est important. Mais après, on ne sait pas qui est. Voilà. On sait que l'avenue porte le nom d'un grand résistant, mais qui sait finalement, qui reconnaît le nom de ce résistant, de Zerqtouni à Casablanca, par exemple? Mais si vous demandez aux Casablancais, est-ce qu'ils savent vraiment qui était... Non, ça veut dire qu'à côté de baptiser telle avenue Zerqtouni ou Ibrahim el-Roudani, il faudrait expliquer soit des stèles commémoratives, soit par l'enseignement, soit par les médias. Vous avez aussi dans les médias un rôle important à jouer. Vous le faites très bien d'ailleurs ici à Média TV, que je suis d'une façon très étroite. Donc je crois qu'il y a tous les intervenants pour former l'opinion publique doivent ajouter leur grain de sel. Si on ne rajoute pas le grain de sel, quel est le risque? Le risque, c'est que tout simplement, on est une génération sans mémoire et sans histoire. Or, celui qui ne s'approprie pas son histoire risque de la refaire. Bien sûr. Exact. Alors, oui, Moustapha Sahmi. Quand j'ai parlé du protectorat comme étant une parenthèse, c'est par rapport au Maroc millénaire. Oui. Bon. Ensuite, le protectorat n'a pas été une colonisation. Ça n'a pas été une colonisation comme en Algérie. En Algérie, il y a eu que 132 ans de colonisation, ailleurs aussi. C'était une occupation qui a dû préserver les structures sociales qui étaient en place, les structures politiques, et c'est extrêmement important. Deuxième point, pour répondre à votre question, ce qu'a représenté le mouvement national et la lutte pour l'indépendance sous l'égide du sultan, et il va y revenir, par rapport au mouvement général de décolonisation. Il faut rappeler que la lutte du Maroc pour le recouvrement de son indépendance était emblématique d'un grand mouvement de décolonisation. Je vais vous donner un exemple intéressant. En Afrique notamment. En Afrique, etc. Donc le Maroc, alors qu'en Afrique, ça a commencé avec la fin des années 50 et le mouvement des indépendances des années 60, vous le savez. Exact. Je voudrais... Le précurseur pour le continent. Oui, c'est important. Donc c'était quelque chose d'emblématique. Deuxième point qui traduit ce que je dis, de 1956 à 1962, où étaient
les mouvements de libération africains. Ils étaient à Rabat, Oui, il faut le dire. Exact. Hein, la Mecque des mouvements de libération était à Rabat, c'est-à-dire l'ANC d'Oliver Tambo et de Mandela, c'est-à-dire le Mozambique, le mouvement de libération de Mozambique, d'Angola, de la Guinée-Bissau, etc. C'est extrêmement important. Les Algériens. Oui, évidemment. Vous les avez presque oubliés. Eh oui. Donc c'était le Maroc qui était terre d'accueil des mouvements de libération. Dernier point aussi, comment s'est faite la mobilisation du peuple marocain? Elle s'est faite par une mobilisation par le bas, mais également sous l'égide de qui? Du sultan Mohamed V, il faut le rappeler. Nous allons revenir à la symbolique de cette symbiose entre le trône et le peuple dans cette trajectoire du Maroc moderne, on peut le dire. Mais avant, on parle du rôle de chacun à l'enseignement. Il y a le rôle, et on a parlé aussi des résistants, des batailles, Rachid Boufous, les rôles où le rôle des tribus du Sud aussi est tout aussi sous-documenté que d'autres qu'on a évoqués un peu plus tôt. Bien sûr, nous avons toujours ce problème d'écriture du récit national post-indépendance. Effectivement, à partir de 1956, le mouvement national avait décrété une lecture politique de l'histoire du Maroc. On enseignait aux petits Marocains que le Maroc a démarré avec Moulay Idriss et qu'il y a un certain nombre de choses, de mythes, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, même l'archéologie, même les choses font remonter l'histoire du Maroc à 350 000 ans en moins et les premiers royaumes à au moins 200 avant Jésus-Christ, avec les royaumes puniques, numides, etc. Donc il y a la nécessité aujourd'hui de réécrire de manière sereine, apaisée, l'histoire du Maroc, avec ses côtés lumineux et avec aussi ses côtés sombres. D'accord? Parce qu'il ne faut absolument pas effacer, notamment dans l'histoire contemporaine. Il y a un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui qui sortent récemment sur certains événements après 1956. Il faut absolument les autoriser au Maroc. Il faut faire des débats. Il faut aujourd'hui... C'est la réconciliation avec notre propre mémoire. 70 ans après cette indépendance, chèrement obtenue aussi, parce que des milliers de gens sont morts. Et je reviendrai à cette histoire des tribus et tout. Il faut absolument aujourd'hui s'asseoir, laisser le champ libre aux historiens marocains, et on en a énormément de très haute facture, les gens sont ultra compétents, qu'ils puissent nous renseigner sur tous les aspects de cette histoire méconnue. Parce que les manuels scolaires, d'accord, doivent fournir aux Marocains non seulement un éclairage, mais aussi une appropriation de ce qu'il est, de sa propre identité, de sa propre histoire. Maintenant, pour revenir à cette histoire des tribus, dès le départ, malgré le fait que le Maroc était vraiment à l'avènement de Moulay Abdelaziz en 1884 comme sultan du Maroc à la mort de son père Moulay Hassan Ier, le Maroc était depuis déjà plusieurs dizaines d'années séparé en ce qu'on appelait le Bled Mekzen, Bled Siba, entre les séditions et les tribus ralliées au pouvoir central. Mais toujours est-il que quand les Français arrivent en 1912, qu'ils imposent le protectorat, très vite, les tribus se rebellent, même si elles étaient contre le pouvoir central, mais se disent, ça c'est notre terre, on doit régler nos problèmes entre nous, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne aujourd'hui nous montrer ce que nous devons être. Et puis, le traité du protectorat est signé le 30 mars 1912, mais déjà le 17 avril 1912, les gens se rebellent, que ce soit à Fès, que ce soit dans toutes les tribus autour de Fès. Et d'ailleurs, c'est ce qui va pousser, notamment le premier résident français au Maroc, le général Lyautey, à déplacer la capitale du royaume de Fès, qui était intenable, qui était indéfendable, parce qu'elle était, c'est-à-dire avec ses ruelles, etc., à déplacer la capitale de Fès à Rabat et d'installer le sultan à Rabat. Et encore une fois, moi je suis assez... c'est-à-dire, quand je vois cette histoire aussi des tribus, on ne parle pas assez, par exemple, dans quelles conditions Mohamed Zayani a été attaqué par les Français en 1914, dans quelles conditions il s'est défendu. Et d'ailleurs, même s'il a perdu la guerre, il n'a jamais abdiqué.
c'est-à-dire jusqu'à sa mort en 1921, même s'il a demandé à ses propres fils de rallier les forces du protectorat, lui, il est resté le dernier des Mohicans, hein, en quelque sorte, si on peut dire, jusqu'en 1921, avec sa propre fille. Il est mort les armes à la main. Et ces tribus sont le socle du Maroc. Quelques années plus tard, ce sont les Aït-Ata. Les Aït-Ata, mais pas simplement eux, avec Assoub Aslam, mais aussi toute là, on parle du Moyen Atlas. Mais aussi toute la confédération des Aït Yafilma, dans ma propre tribu, les Aït Marrad, les Aït Izdeg, les Aït Hadidou, qui se sont toutes liguées contre le protectorat. Et vous savez, quand ils se sont retranchés vers les montagnes d'El-Nif, ce qu'on appelle le mont du Bouguefer, les Français n'ont pu vraiment gagner cette guerre en 1934 qu'en bombardant encore une fois. Donc, en asséchant les cours d'eau, vraiment en humiliant les femmes, en humiliant les enfants, etc. Donc, encore une fois, ce qu'appelle le colonialisme français, en quelque sorte, la pacification, non, c'était vraiment une guerre de colonisation. Et je reviens, contrairement à ce qu'a dit mon ami Sishimi, non, ce fut un colonialisme. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1926, avec le départ de l'IOT, le nouveau résident général qui arrive, Stig, il passe tout de suite vers l'administration directe. Et l'administration directe, qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle impose ce qu'on appelle les méfaits du colonialisme. Il y a d'abord la spoliation des terres. On va prendre des milliers d'hectares qu'on va enlever aux Marocains, soi-disant pour cause d'utilité publique, mais on va les redistribuer aux colons. Il y a eu donc dans ce cas-là le daïr des terres collectives, le daïr des terres guiches. On va vraiment prendre toutes les bonnes terres aux Marocains pour les redistribuer. Et il y aura un découpage territorial du Maroc, hein. On découpe le Maroc, bien sûr, avec l'Espagne, etc. Vraiment, on voulait... D'où le rôle de ces tribus du Sud, je parlais, parce que là, vous parlez du protectorat français. Mais bien sûr, et ces tribus, les Aït de la présence espagnole au nord et dans le sud. Et les Aït Warrior, en 1921, avec Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, donc se rebelle contre les forces en présence, contre les Espagnols, mais les Français viendront et ça sera une guerre presque on oublie souvent que dans la presse internationale des années 20, cette guerre du Rif avait une portée internationale, elle était très suivie partout dans le monde et que certains mauvais esprits disent que les Rifins auraient utilisé cette histoire pour fabriquer une espèce de république qui voulait vraiment se détacher du Maroc. Non, c'est que Ben Abdelkrim, en créant ce qu'on appelle la République du Rif, c'est qu'il voulait soustraire une partie du pays à l'hégémonie colonialiste. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que de 1921 à 1926, la prière du vendredi était dite au nom de Moulay Youssef. Et Ben Abdelkrim a toujours refusé, malgré que certaines tribus lui ont dit il faut absolument se détacher. Il leur a dit non, moi je suis là, j'ai fait béa, mon serment d'allégeance au sultan Moulay Youssef, je lui resterai toujours fidèle. Et c'est ce genre de choses qu'il faut enseigner aujourd'hui aux jeunes pour comprendre que même les gens qui étaient dans le Rif, qui luttaient contre le colonialisme étranger, ils étaient attachés à la légalité centrale, à la légalité sultanienne. Donc, et ça, c'est toujours... Et les tribus, malgré les soubresauts de l'histoire et tout, sont restés fidèles donc, au trône. Même si le colonialisme les a utilisé certains chefs, les chefs et non les peuples. D'accord, pour déposer justement Moulay Youssef le 20 août 1953, d'accord, et c'est des Mohamed Ben Issa, et tout de suite, d'ailleurs, à l'exil, il y aura soulèvement, il y aura des attentats, il y aura des soulèvements, etc. Et le retour de Sa Majesté Mohamed Ben Youssef de l'exil, une première fois à Madagascar, une première fois en Corse et après à Madagascar, on le doit à qui? On le doit à deux forces importantes. On le doit au peuple marocain et on le doit au mouvement national. Les Français ont tout essayé. Ils ont dit, écoutez, on vous ramène à notre sultan, on essaye de trucs, etc. Le mouvement national et le peuple marocain ont été solidaires là-dessus. Ils ont dit, non, on ne veut pas. On veut d'abord notre sultan légal qui revienne
sur le trône. Après le reste, c'est une sauce interne. On verra comment on va fabriquer le Maroc d'après l'indépendance. Et tout ça est très peu sourcé, encore une fois, dans l'histoire du Maroc. Et il faut vraiment l'enseigner, il faut laisser le temps aux chercheurs vraiment d'aller au fond des choses et de nous éclairer sur ce qu'a été toute cette période sombre de notre histoire. Je veux juste rebondir sur cette idée qu'il faut laisser le temps aux chercheurs, mais aussi les moyens aux chercheurs. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a une liberté qui est incontestable pour le chercheur, mais les moyens restent très, très rudimentaires. Et les moyens du chercheur, il ne fait pas de la poésie. Un chercheur, un historien, il n'écrit pas un roman. Il faudrait qu'il se base sur des archives. Or, le Maroc a été amputé de ses archives. On lui a volé ses archives. Toutes les archives, ou l'écrasante majorité des archives produites au Maroc, entre 1912 et 1956, ont été emballées. Elles se trouvent aujourd'hui soit à Nantes, soit à la Courneuve, en France, sous les auspices du ministère des Affaires étrangères. Et nous avons besoin, effectivement, de ces archives pour reconstituer notre passé. Il y a ces archives de l'administration, qu'elles soient marocaines, parce que sous le protectorat, l'administration était bicéphale, oui. Marocaine et française. Et toutes ces archives ont été volées. Ont été volées même d'autres archives non produites par cette administration. Je vous avais parlé de Mohamed Ben Abdelkrim. Il ne faut jamais dire Abdelkrim parce que Abdelkrim, c'était son père. C'est Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi. C'est les archives avant son éloignement à l'exil, à la Réunion. On a confisqué ses archives personnelles. Et ces archives personnelles, je les ai revendiquées en tant que directeur des archives du Maroc, et je les ai vues, je les ai consultées au Quai d'Orsay. On m'a dit, oui, on peut vous faire des copies. Or, ils ont... Pas les originaux. Pas les originaux. Il faudra préciser aussi, Jama Baïda, que vous avez dit un mot que je retiens. Ce sont des archives qui ont été produites par le Maroc. Ce sont des documents marocains, internes. Ce n'est pas l'histoire qui a été écrite par une tierce partie, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle, c'est un sacro-saint principe de l'archivistique, c'est la territorialité des archives. Parfaitement. Ces archives ont été produites au Maroc. Elles devraient normalement rester au Maroc. Oui. Et maintenant, il appartient au gouvernement marocain de jouer son rôle pour rapatrier ces archives. Ça m'étonnerait qu'on aboutisse à rapatrier tous les originaux, toutes les archives dans leur version d'origine, mais si on rapatriait au moins, maintenant je me contente du minimum syndical, si on rapatriait au moins une version numérique de toutes ces archives qui sont énormes, c'est mettre à la disposition des chercheurs une matière pour travailler l'histoire de la période coloniale. Parce que sans ces archives, tout simplement, on va rester repliés sur nous-mêmes et nos doctorants doivent sillonner le monde, aller en France et avec des séjours onéreux, avec des visas impossibles à avoir, et tout cela, ça empêche les jeunes, je parle des jeunes, je ne parle pas de notre génération à nous, ça empêche les jeunes d'investir. Il y a de l'intelligence, mais d'investir leur intelligence dans leur propre histoire et de la réécrire dans les règles de l'art. Quand vous aviez dit qu'il faut laisser aux historiens le champ de faire leur travail, c'est vrai que les historiens doivent jouer leur rôle et chacun son métier. Et la recherche académique est tout aussi importante. Oui, la recherche académique, de toute façon, la plupart des historiens aujourd'hui agissent dans les cercles académiques, mais seulement il manque de matière pour faire bien leur travail.
Pardon, vous avez posé la question des provinces du Sud. Des tribus du Sud, ouais, Des souvent tribus du sous-documentées, encore une fois. Voilà, Comment alors, réhabiliter historiquement leur contribution à cette indépendance, Mustafa Shemi? c'est important que la contribution des tribus du Sud. Il y a eu une illustration de cette participation et de cette intégration à la communauté nationale en juillet 1975 où, à La Haye, quand la question du Sahara marocain était débattue, il y avait une demande d'un avis consultatif, vous le savez, du Maroc, et le Maroc a produit un certain nombre de documents historiques sur les liens d'allégeance existants entre les tribus du Sud, donc dans l'ex-Sahara occidental, et le royaume. Je voudrais ajouter un autre point important pour ce qui est des tribus du Sud. Ce sont des tribus qui ont été également en première ligne dans le combat national. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on n'en parle pas assez. Donnez-nous cet exemple, Mustafa je vais vous donner. justement. C'est tellement vrai qu'il y a eu l'opération Écouvillon, menée conjointement par les Français et les Espagnols pour réprimer un mouvement qui était organisé sur place dans les provinces sahariennes. Et c'est une opération extrêmement difficile. En quelle année? Janvier-février 1958. C'est extrêmement important. Il y avait, c'est intéressant, la carte du Maroc au lendemain de l'indépendance. Il y a eu donc l'indépendance, mais il y avait des régions qui étaient encore galvanisées par l'élan de mobilisation de lutte contre l'occupant colonial, notamment dans les provinces sahariennes. Et en particulier dans l'ex-Sahara occidental occupé par l'Espagne. Et c'est sur ça qu'un certain nombre d'éléments de l'armée de libération qui se sont joints donc aux éléments des tribus pour mener des luttes donc contre l'occupation coloniale espagnole, qui a bénéficié du soutien de France. C'est une grande opération militaire menée par Madrid et Paris. C'est extrêmement important, avec beaucoup de répression. C'est pour vous dire qu'il y avait un élan qui s'est poursuivi donc c'est un élan, au lendemain. on peut dire que la marche verte, c'est un peu le prolongement naturel de l'indépendance. Évidemment, c'est-à-dire, pour résumer, la mobilisation. Oui. La mobilisation pour l'intégrité territoriale, la mobilisation pour le départ de l'occupant colonial, en l'espèce, c'était l'Espagne, et la mobilisation autour de qui? Autour de la figure tutélaire du sultan. Justement, comment les réformes entamées en 1956, année donc de l'indépendance, ont jeté les bases de l'État moderne? Alors, il y a plusieurs séquences. C'est la séquence 1956-1962 qui est extrêmement importante. Évidemment que le lendemain de l'indépendance, c'est une période d'effervescence, brouillonne, compliquée, du fait que nous avions deux légitimités. Il y avait la première légitimité, c'est celle du mouvement national, qui est indiscutable, sous la houlette de qui? Sous la houlette du parti de l'Istiqlal. Il faut rendre justice au parti de l'Istiqlal, c'était le parti de l'Istiqlal. Et la deuxième légitimité, c'était celle du sultan. La mobilisation qui s'est faite de 53 à novembre 55, c'était essentiellement ce mot d'ordre, le retour du sultan. Il n'y avait pas de débat institutionnel sur l'après-Maroc, l'indépendance. La mobilisation du peuple, c'était le retour du sultan, c'est tout. Quand il y aura le sultan qui sera sur place, à ce moment-là, on verra. Alors, il y a eu des débats. Un certain nombre de responsables du parti de l'Istiqlal à l'époque avaient des propositions sur l'aménagement du Maroc post-indépendance. Alors, on a eu une période difficile. Il y a eu d'abord une assemblée nationale consultative qui a été mise sur pied pendant 2 ans. Elle était présidée par qui? Elle était présidée par Ahmed Ibn Battuta. C'est l'histoire. Et toutes les forces politiques en particulier étaient représentées. C'était un cadre de débat. D'ailleurs, son siège, c'était à Rabat, là où il y a... L'actuelle faculté de sciences? La faculté de sciences. Non, faculté de sciences. Nous avons des photos en faculté de sciences, c'est extrêmement important. Donc, un cadre de débat, de délibération, de problématiques sur comment articuler, institutionnaliser le Maroc indépendant. Ensuite, il y a eu un texte important. Extrêmement important, c'est les 3 textes, les daïrs notamment sur les associations.
On oublie, moi je suis un peu historien sur ce plan-là, c'est les daïrs du 15 novembre 1958 qui organisent quoi? Ils organisent le statut des associations, le statut des partis politiques et surtout les libertés fondamentales. Qui a proposé ce texte-là? C'était évidemment Moulay Hassan, le prince héritier, avec le concours de qui? D'Ahmed Reda Guedira. C'est extrêmement important de montrer qu'en 1958, il y avait une volonté réformatrice, institutionnelle, démocratique. Et c'est sur ça, moi j'ai travaillé sur ça, vous savez, j'ai fait un livre sur Guedira, donc je connais ces questions-là. Et c'est à partir de 1958 qu'il y a eu un débat pour une nouvelle constitution. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des positions qui étaient divergentes sur ça. Alors, on ne peut pas parler du parcours institutionnel si on ne parle pas du parcours politique. Il y a eu un gouvernement, le gouvernement Balafrège. Ensuite, il y a eu le gouvernement Abdullah Ibrahim de décembre 1958 à mai 1960, c'était UNFP, etc., avec comme premier vice-président du Conseil qui? Abdelrahim Bouhabid. Ça, c'est l'histoire, etc. Et puis, il y a eu ensuite les élections, la nouvelle constitution de décembre 1962, qui est un texte fondamental, constitution qui a posé les bases d'un État moderne constitutionnel. Alors, les ruptures majeures, puisque nous sommes dans cette trame chronologique, quelles sont les ruptures majeures introduites sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II Rahmou et qui ont fait consolider ces institutions et cette consolidation institutionnelle du Maroc moderne? Rachid Boufous. Alors, si vous permettez, pour rebondir sur ce qu'a dit Saimi, effectivement, à partir de 1956, il y a plusieurs séquences. La première séquence du retour de Sa Majesté, il y a la constitution du premier gouvernement marocain, à la tête de laquelle il y avait Mbark el-Bekkaï Lebil. Après, il y aura le gouvernement Balafrège. Après, il y aura surtout le gouvernement Abdullah Ibrahim, où on a fait pendant 1 an et demi vraiment énormément de choses, le dirham, la Banque du Maroc, la SNI, la CDG, le BRPM, la Samir, tout ça en 1 an et demi, ce qui était extraordinaire. Et je dis encore une fois, si on avait laissé ce gouvernement avec ce jeune ministre des Finances brillantissime, Abdelrahim Bouhabid, on serait vraiment allé très loin. Mais encore une fois, dans cette même opposition, parce qu'encore une fois, ce gouvernement d'Abdullah Ibrahim est une scission, ils vont fonder l'UNFP, qui est une scission du parti de l'Istiqlal. Encore une fois, c'est les jeunes loups post-indépendance qui aujourd'hui remettent en cause les grands patrons de l'Istiqlal, notamment Al-Fassi, notamment toute cette oligarchie qui ne voulait pas partager le pouvoir à l'intérieur du parti lui-même. Donc c'est ce manque de démocratie qui a poussé tous ces jeunes à leur tête. Mehdi Ben Barka, bien sûr, ça va dévier encore une fois vers la violence, donc vers des tentatives d'attentats. On parle des attentats du début des années 60. Et récemment, il y a un livre qui est sorti de Stephen Smith sur Mehdi Ben Barka, où il parle justement qu'à partir de fin 1960, il y a une volonté d'aller vers la violence, d'aller vers l'achat d'armes pour renverser la jeune monarchie qui se constituait, qui se constitue au Maroc. Donc cette dualité, ces luttes politiques entre la monarchie et une partie de la gauche, d'accord, va nous faire perdre à peu près 40 ans. Parce qu'encore une fois, cette violence va mener à énormément de choses, va mener aux années de plomb dont on parle, va mener on l'oublie souvent, les événements de 1973 de Moulay Bouazza, où les desperados sont rentrés de la gauche extrême d'Algérie grâce à quelqu'un qui a fait énormément de mal aussi, même si c'est un très grand nationaliste, Mohamed El-Faqih El-Bsri, qui a vrillé en cours de route et qui s'est transformé en un desperados, genre Che Guevara sur le tard, et que tous ces gens-là voulaient renverser donc l'État. Donc, bien sûr, la monarchie se défend avec les moyens qu'elle a, c'est l'État. C'est qu'encore une fois, Sa Majesté Hassan II, sa plus grande c'est-à-dire qualité, c'est d'avoir maintenu coûte que coûte la paix dans ce pays et d'avoir tendu la main aux anciens desperados qui voulaient le tuer, qui se sont même alliés
aux militaires, notamment aujourd'hui nous avons des preuves sur les attentats, sur les tentatives de coup d'État de 1971 et surtout 1972, avec cette collusion entre la gauche et les putschistes. Et encore une fois, dans ce pays, ces monarques marocains, parce que nous avons aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, 3 immenses rois sultans au Maroc, c'est-à-dire Sidi Mohamed el-Khamis, Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté Mohamed VI. Et durant ce siècle, on oublie souvent que Mohamed el-Khamis, il était très peu probable qu'il arrive au pouvoir. C'était le 3e choix. C'est-à-dire c'était le 3e sur une fratrie de 4 et le premier qui devait être le sultan, c'était Moulay Idriss, son frère aîné. Après, il était Moulay El-Hassan, lui, il venait en 3e. Et lui, il était retenu à Fès. On avait comploté contre lui, notamment le chambellan Babou, qui avait monté tout un truc autour de lui pour que son père puisse l'expédier à Fès. C'est vraiment un jeune de 17 ans qui arrive au pouvoir. Et les Français disent « Ok, très bien, on va choisir le plus jeune, et, celui qui a fait le moins d'études et le plus docile. » Ils ont eu tort de faire ce choix parce que ils ont eu tort par rapport à leurs ambitions, mais heureusement pour nous, parce qu'encore une fois, nous avons eu un roi extraordinaire, Mohamed V, qui tout de suite, et c'est aussi grâce à certains hommes qui étaient à ses côtés, notamment Simamri, donc à ces Sbahi, qui l'ont éveillé justement sur le Daïr berbère, sur un certain nombre de choses, et qui a donné justement ce rapprochement entre le sultan et le mouvement national, et qui a mis, c'est-à-dire en déroute, toutes les visées du colonialisme. Et si vous permettez, dans un deuxième temps, si on peut parler, si on a un peu de temps, pour clore l'émission, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de révisionnisme de l'histoire. On dit que, oui, le colonialisme aussi a eu des bienfaits, certes. Il y a eu des infrastructures construites, des offices installés, le chemin de fer, un certain nombre, la grande hydraulique, mais toutes ces grandes infrastructures, la santé aussi, on oublie souvent une dame qui a fait énormément de bien aux Marocains, qu'on oublie souvent, c'est Madame Inès de Bourgoin, qui était la femme du général Lyoté, qui a installé les services de santé au Maroc. On connaît très peu, dont j'ai parlé dans mon livre Petite et grande histoire du Maroc. Mais ces bienfaits, soi-disant, entre parenthèses, ils bénéficient à qui? Ils bénéficient d'abord au colonialisme. L'avantage, c'est que le Maroc a utilisé ces infrastructures comme base à son développement plus tard. Voilà. Très bien. J'aimerais juste bien sûr. ajouter un petit mot concernant le choix de Mohamed V. Effectivement, c'est un choix bénéfique pour le Maroc, mais pas du tout pour la puissance coloniale. Mohamed V a été, qu'on appelait alors Sidi Hamada, a été choisi par la France parce qu'il était le moins préparé à gouverner, le moins expérimenté, et qui ne voulait pas, j'allais même dire que c'était un sultan un peu malgré lui, à qui on a dit, bon, très très bien. Et j'ai pu avoir accès à un document très très révélateur de l'état d'esprit. C'est un document écrit par un officier des affaires indigènes qui s'appelle Henri Benazet, qui était en fait le patron même des officiers des affaires indigènes à la résidence générale. Il a écrit un portrait, il a fait un portrait de Mohamed V en 1934, ça veut dire 5 ans après, et il a raconté, comme vous le dites, que nous l'avons choisi parce qu'il est inexpérimenté, parce qu'il ne voulait pas du pouvoir, et qu'on voulait seulement d'un roi qui signe des daïrs, qui inaugure les réalisations du protectorat. Mais voilà, il nous surprend. Depuis 1927 jusqu'en 1934, nous le guettons très minutieusement, et il nous surprend parce qu'il a très vite appris et compris les rouages autour de lui, et il risque de devenir dangereux pour la présence française au Maroc. C'était en 1934. Et ce Henri Benazet a vu juste, parce que le sultan n'était
plus seulement un simple sultan, mais il était devenu le leader même du mouvement national. C'est avec lui qu'a été préparé le cahier des revendications nationales en décembre 1934, et c'est encore avec lui qu'a été préparé et présenté le manifeste du 11 janvier 1944. Et j'ajouterai entre parenthèses que ce n'est pas le seul manifeste de l'indépendance, parce qu'il y en avait un autre un an avant, préparé au nord du Maroc, et que je juge personnellement beaucoup plus avant-gardiste. Qu'est-ce qu'on apprend avec vous ce soir, messieurs? Alors, non, juste sur le prolongement, si Mustapha, on va clôturer avec le prolongement de cet héritage via des chantiers de modernisation avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une réponse globale, vous avez posé la question tout à l'heure sur le règne de Hassan II. J'en retiens essentiellement ceci. D'abord, le recouvrement de l'intégrité territoriale, la marche verte, c'est fondamental. Bien sûr. Deuxième élément, à l'actif du regretté souverain, l'édification d'un État moderne. C'est extrêmement important. Ces ruptures que... Ensuite, pour ce qui est du règne de Sa Majesté Mohamed VI, moi j'ai une image. Je dis souvent que Hassan II, c'était le Maroc. Se préoccupait du Maroc, du rang du Maroc, etc. Et le bilan, vous le savez, était satisfaisant. Mohamed VI, c'est le Maroc, bien sûr, mais les Marocains. C'est extrêmement important. Et tout ce qui a été fait, c'est-à-dire toutes les réformes qui ont été faites depuis 26 ans, c'est quoi? C'est la prise en compte des conditions de vie et de travail des Marocains. Et je crois que c'est le meilleur message qui peut être fait à l'occasion de ces 70 ans d'indépendance, c'est-à-dire un élan, c'est-à-dire un Maroc uni mais en même temps interpellatif. C'est pas un peuple endormi. C'est un peuple qui est là, qui est effervescent, qui bouge, qui manifeste, etc. Je crois que c'est extrêmement important. C'est cet élan qui doit être préservé sur la base aussi de la revitalisation de la mémoire collective. Absolument, à travers cet enseignement. Et il faut, pour rappeler le mot de la fin, Jam Abaïda, une volonté politique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sijam Abaïda. Merci Mustapha Sfemi. Merci Rachid Boufos. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir aussi suivi avec nous ce rappel de cette épopée historique que nous célébrons toutes et tous aujourd'hui, ce 70e anniversaire de notre indépendance. Encore une fois, bonne fête à toutes et à tous et très bonne soirée.